Bonjour chers amis, aujourd'hui c'est le cours de la légionellose. On commence par le plan de cours. On va parler, premièrement, on va commencer par l'introduction. L'introduction, on va définir c'est quoi la légionellose. C'est une maladie à déclaration épidémiologique, un mot sur l'épidémiologie, la clinique, le diagnostic et le traitement. Dans l'épidémiologie, on va donner un petit résumé sur tout. Donc, un mot sur la clinique, un mot sur le diagnostic, le traitement, etc. Pour l'épidémiologie, dans le chapitre de l'épidémiologie, toujours, on parle de l'agent causal, le réservoir, la transmission et le terrain. Euh, euh, un peu sur la physiopathologie, la clinique, bien sûr, le diagnostic, qui est basé sur des arguments épidémiologiques, cliniques et paracliniques. Puis la classification, c'est une partie de diagnostic et le traitement. Et on va terminer par la prévention. Bon, on va commencer. Donc, la légionellose. Oui, la légionellose. Donc, la légionellose est décrite en 1976 en Philadelphie. Donc, la première fois, euh, elle était décrite en Philadelphie. Pour définition, donc la définition, la légionellose, c'est quoi? C'est une pneumonie bactérienne sévère due à Legionella sérogroupe, euh, sérogroupe 1 essentiellement. Donc pour Legionella, on a plusieurs sérogroupes. Donc les sérogroupes Legionella, Pneumophila, sérogroupe A, c'est le plus décret chez l'homme, comme sérogroupe pathogène chez l'homme. Donc n'oubliez pas dans l'introduction, lorsqu'il y a une maladie à déclaration obligatoire, il faut annoncer dans l'introduction. Pour cette maladie survient beaucoup plus sur un terrain ou bien facteur de risque comme le tabac, l'immunodépression, etc. Pour les Legionella, c'est une bactérie intracellulaire, donc d'origine aquatique. Donc Legionella trouvée dans l'eau douce. Euh, donc, euh, les protozoaires aquatiques, comme les amibes non pathogènes, sont les principaux réservoirs. Comment principal réservoir? Donc, Legionella va se survivre et se multiplier dans ces amibes. La transmission à l'homme se fait par inhalation d'aérosols contaminés. Il n'y a pas de transmission interhumaine. Donc, légionellose peut être communautaire ou bien nosocomiale. Donc, lorsqu'elle est communautaire, l'affection est épidémique, alors elle va entraîner épidémie ou bien un endémie. Mais lorsqu'elle est hospitalière, on trouve des cas sporadiques. Donc, l'infection nosocomiale de Legionella pneumophilae, il survient toute l'année, survient dans les milieux hospitalisés, surtout les malades sous oxygénothérapie, parce que les barbotaires qui ne sont pas bien nettoyés sont source de légionellose. Donc pour la clinique, donc elle va donner des formes de gravité très variables avec des manifestations pulmonaires et extrapulmonaires, surtout digestives et neurologiques. Pour le diagnostic, il faut repose sur l'existence d'une pneumonie avec, donc dans le diagnostic, on a trois moyens, soit l'isolement de Legionella pneumophila sur les prélèvements, ou bien la détection de antigènes solubles urinaires, ou bien c'est-à-dire les anticorps de Legionella. Mais dans ce cas, pour les anticorps, parce que il faut une cinétique ascendante, c'est-à-dire on va trouver une ascension des anticorps euh, fois 4 entre deux prélèvements. On va trouver une association des anticorps de multiplier
par 4. Pour le traitement comme on a dit que Legionella, c'est une bactérie intracellulaire, on va donner des molécules qui ont une action intracellulaire, donc surtout les macrolides et les fluoroquinolones. Ça, c'est pour l'introduction. Donc, la chose qu'on doit tenir, que c'est une bactérie aquatique, c'est-à-dire trouvée dans l'eau douce. Ok. Pour l'épidémiologie, on commence par l'agent causal. Donc, c'est une bacille gram-négative. Bacille gram-négative. Donc, on a plus de 50 espèces, mais Legionella pneumophila sérogroupe 1 est la plus fréquemment isolée en pathologie humaine, plus de 90%. Donc, c'est une bactérie intracellulaire facultative. Facultative. Qu'est-ce que ça veut dire intracellulaire? Donc, intracellulaire facultative, c'est-à-dire, première chose, elle a une multiplication lente sur des milieux spécieux, gyrose du charbon, ou bien soit sur milieu spécieux, soit au niveau des cellules eucaryotes, les cellules eucaryotes, soit humains, soit non humains. Donc, lorsque non humains sont les protozoaires aquatiques comme les amibes non pathogènes, et lorsqu'ils sont humains, c'est les monocytes, les macrophages et les cellules épithéliales. Donc, ça, c'est signification intracellulaire, c'est-à-dire soit besoin des milieux spécieux comme la gyrose du charbon, ou bien va se multiplier au niveau des cellules, soit humains, soit non humains. Non humains, c'est les amibes. Pour le le cycle naturel, donc c'est une bactérie, le cycle, première chose, donc c'est une bactérie aquatique d'origine environnementale. Donc Legionella survit et se multiplie dans les protozoaires aquatiques, les amibes. Donc elle va se multiplier dans les amibes non pathogènes des eaux douces environnementales, puis colonise les réseaux d'eau domestiques. Lorsqu'elle colonise les réseaux d'eau domestiques, elle survit dans les biofilms des canalisations à température entre 24 à 25 à 42. Donc, elle va survivre dans le biofilm. C'est quoi le biofilm? Le biofilm, sont des agrégations des bactéries, la majorité de ces bactéries en état de dormance. D'où c'est difficile pour les antibiotiques d'agir sur les bactéries lorsqu'ils sont en état de dormance, puisque les bactéries, les antibiotiques agissent dans les phases de croissance de la bactérie. Ok. Donc c'est ça pour le cycle. Elle va survivre, multiplier dans les amibes, puis colonise les réseaux et survit dans les biofilms à température entre 25 à 42. Donc c'est à l'occasion de l'aérosolisation de ces eaux permet la transmission. Pour le réservoir naturel sont les eaux douces, naturelles ou artificielles, et les sols humides. Il y a une étude qui dit la salinité élevée de l'eau de mer n'autorise pas la survenue de Legionella. Donc, c'est l'eau de mer, il n'y a pas de Legionella dans l'eau de mer. Donc, on va insister sur les deux niches écologiques. Les deux niches écologiques sont les protozoaires aquatiques, les amibes, et le biofilm. Ce sont les deux niches écologiques. Pour le mode de transmission, donc c'est direct. Mode de transmission dit direct. Direct par inhalation d'aérosols infectés. Donc les sources d'émission d'aérosols sont plusieurs. Les réseaux d'eau chaude collective comme les hôpitaux, les hôtels,
les immeubles, les tours aéro-réfrigérateurs comme le climatiseur, les circuits chauds industriels, les systèmes de traitement de l'air, les batteries froides, les autres installations comme les bains de hammamat et les fontaines, etc. Et surtout, il n'y a pas de transmission interhumaine. Pour les terrains à risque, le tabagisme est fortement associé à la survenue de légionellose, l'âge élevé, sexe masculin, diabète, l'immunodépression comme les cancers, les hémopathies, corticothérapie, les immunosuppresseurs. Et l'alcoolisme chronique, c'est un facteur de risque non formellement établi. Maintenant, pour la physiopathologie, comme on a dit au début, le port d'entrée est respiratoire par inhalation de aérosols. Donc, lorsque la bactérie est entre, la bactérie sont neutralisées par les macrophages pulmonaires dans l'état normal. Donc, normalement, neutralisées par les macrophages pulmonaires. Chez l'immunocompétent, la pénétration de la bactérie dans le cytoplasme du macrophage induit un signal déclenché un programme de mort cellulaire afin de stopper la multiplication de bactéries. Et chez l'hôte susceptible, qui présente un terrain d'immunodépression tabagique, Legionella établit une vacuole de réplication de le cytoplasme, puis libérer d'autres bactéries qui infectent d'autres macrophages et même les pneumocytes alvéolaires sont également infectés. D'autre part, il y a une réaction inflammatoire alvéolaire induit une alvéolite aiguë entraîne une pneumonie extensive, donc la bactérie aussi pouvant disséminer par voie hématogène, ce qui est responsable des signes extrapulmonaires. Pour la clinique est simple. Donc l'incubation est habituellement entre 2 à 10 jours. Le début est progressif avec une fièvre entre 39 à 40 degrés. Pour l'apparition de signes cliniques respiratoires et précédés ou accompagnés des signes généraux d'allure pseudo-grippale, asthme, myalgie et des signes digestifs dans 50% des cas type douleur abdominale, diarrhée et des signes neurologiques dans 40% des cas type confusion, hallucination, voire coma. Dans la phase d'état, on trouve une fièvre à 40, une dyspnée, tout, parfois peau dissociée. L'évolution peut être grave vers une détresse respiratoire et syndrome de défaillance multiviscérale. Pour les signes extra-respiratoires, sont rares, survenus avec ou sans coexistence du pneumonie, souvent sur un terrain d'immunodépression. Donc, surtout atteinte cardiaque, type myocardite, péricardite, endocardite sur valve prothétique, type aussi neurologique, type encéphalite, polyradiculonévrite ou bien abcès cérébral. Maintenant, pour le diagnostic, les arguments épidémiologiques nous sont de voyage ou bien exposition d'eau ou aérosols, comme le hammam, comme l'hospitalisation, l'oxygénothérapie, etc. Pour l'argument clinique, pas de spécificité, néanmoins, un tableau de pneumonie sévère précédé ou accompagné des signes cliniques extra-respiratoires, surtout digestifs et neurologiques, avec un échec d'un traitement par les bêta-lactamines est très évocatrice. Pour les arguments paracliniques sur radiothorax, on trouve une opacité alvéolaire non systématisée, souvent bilobulaire et extensive. Pour les signes paracliniques très évocatrices, c'est l'hyponatrémie. On trouve aussi les signes d'atteinte extra-respiratoire type insuffisance rénale, CPK élevé, rhabdomyolyse, bilan hépatique cytolyse, l'aphanos, on trouve hyperleucocytose PNN, CRP élevé. Dans l'hémoculture, on fait des hémocultures surtout pour le diagnostic différentiel car Legionella
ne pousse pas en milieu standard. On a déjà dit les besoins de milieux spéciaux. Pour le diagnostic bactériologique, comme j'ai déjà cité à l'introduction, sont trois examens qui posent le diagnostic. Premièrement, c'est l'isolement de Legionella, l'isolement de criminal par le CBC, examen cytobactériaux du crachat, ou bien aspiration trachéale, ou bien lavement broncho-alvéolaire, la culture sur des milieux spéciaux dans 62 heures avec spécificité entre 50 à 60%. Deuxième, ça c'est l'isolement, puis l'antigène soluble urinaire de Legionella sérogroupe 1. Ce Legionella urinaire, c'est seulement pour le sérogroupe 1. Seulement. Donc, a une bonne sensibilité de 85% et spécificité de 99%, mais n'identifiez pas les autres sérogroupes. C'est seulement pour sérogroupe 1. Mais il est suffit pour déclarer la maladie. Puis les anticorps, la sérologie. Donc la sérologie, c'est l'élévation de titre des anticorps x4 sur deux échantillons de sang prélevés à plusieurs semaines d'intervalle. Donc c'est la séroconversion qui pose le diagnostic. C'est un intérêt rétrospectif. C'est tout pour la classification des cas confirmés et des cas probables. Pour le cas confirmé, présente des signes cliniques et radiologiques de pneumonie associés. Donc il faut un signe clinique ou radiologique plus un des quatre, un des critères biologiques suivants. Soit l'isolement de Legionella, soit la sérologie titrage dose anticorps x4, soit la présence d'antigènes solubles urinaires, soit l'immunofluorescence directe positive. Donc pour un cas confirmé, il faut qu'il présente des signes cliniques ou bien radiologiques plus un des critères, soit l'isolement de Legionella, soit l'antigène soluble urinaire positif, soit la sérologie, le titre dose anticorps x4, multiplié x4, soit l'immunofluorescence directe qui est positive. Pour le cas probable des signes cliniques et ou radiologiques de pneumonie associés à un titre unico-répété des anticorps supérieur à 256. Ça pour la classification. On termine par le traitement. Donc, Legionella sont naturellement résistants au bêta-lactamine. Compte tenu de sa localisation intracellulaire, on a 3 molécules agissent sur Legionella, qui sont les macrolides, fluoroquinolone et rifampicine. Pour les macrolides, c'est un traitement de référence de Legionella. L'azithromycine est la molécule la plus active. Pour le fluoroquinolone, leur activité in vitro est supérieure de macrolide, mais pour les fluoroquinones qui visent respiratoire sont les lévofloxacine et la moxifloxacine, mais l'utilisation de fluoroquinolone est limitée en raison de la progression de résistance aux quinolones, parce que les quinolones créent des résistances et ils ont des effets secondaires tels que l'allongement du QT. Pour la rifampicine, jamais recommandée en monothérapie, il faut en association avec soit le macrolide, soit la fluoroquinolone. Une remarque pour le rifampicine. Le rifampicine, utilisation prudente avec les sujets greffés. Par la rifampicine diminue l'activité des immunosuppressives de la cyclosporine et les corticoïdes. Donc, favoriser le rejet. Donc, faites attention, ne donnez pas le rifampicine pour les sujets greffés parce que le rifampicine est un immunomodulateur. Donc, elle va favoriser le rejet.
Pour la durée de traitement, pour les immunocompétents, 14 jours. Pour les immuno, les personnes qui font une forme grave bien immunodépression, 21 jours. Pour l'azithromycine, une durée très limitée de 5 à 10 jours seulement, si on utilise l'azithromycine. Pour posologie, pour l'azithromycine, 500 mg par jour, lévofloxacine 500 fois 2 par jour, rifampicine entre 20 à 30 mg par kilogramme par jour en 2 perfusions. On termine par la prévention. Donc, on dit que les légionelloses, c'est une maladie à déclaration obligatoire et nécessite une enquête environnementale autour du cas. Et merci.